J'ai surpris ma fiancée à 2 heures du matin en train d'envoyer un message à son ex, « Tu me manques tellement, j'aimerais qu'on puisse être ensemble », alors qu'elle était allongée à côté de moi dans notre lit. J'ai pris une photo de son écran, puis je me suis rendormi. Au matin, j'avais envoyé cette photo à ses parents, à sa sœur, et à tous les prestataires de mariage que nous avions réservés. Reddit, attachez vos ceintures, car même aujourd'hui, tout cela me semble irréel. Mon pote me répète sans cesse que je dois écrire cette histoire avant d'en oublier les détails. Honnêtement, mettre tout ça par écrit m'aide peut-être à digérer la situation. Tout cela s'est passé il y a environ 2 mois, et je suis encore en train d'en assimiler les conséquences. Voici toute l'histoire. J'ai 31 ans et je vis à Columbus, dans l'Ohio. Je travaille comme responsable d'exploitation dans un centre de distribution pour une chaîne d'épicerie régionale. Ce n'est pas glamour, mais j'y suis depuis 7 ans et j'ai gravi les échelons depuis le terrain. J'ai commencé par charger des camions à 19 ans, j'ai été promu chef d'équipe à 23 ans, puis superviseur à 27 ans. Le salaire est décent, les avantages sont solides, et j'apprécie vraiment mon équipe. On gère les produits, on atteint nos objectifs, et je passe mes journées à résoudre des problèmes. Ça occupe mon esprit. J'ai acheté ma première maison il y a 3 ans, rien d'extravagant, juste un pavillon de plein pied avec 3 chambres dans un quartier correct à l'est de Columbus. L'ancien propriétaire était un vieux monsieur nommé Walter, qui y avait vécu 40 ans et avait tout entretenu comme si sa vie en dépendait. Les fondations sont solides, le toit n'a que 5 ans, et le système de chauffage et climatisation est pratiquement neuf. Le type gardait les reçus de chaque réparation depuis 1998, classés dans des dossiers étiquetés. J'ai eu de la chance avec le timing aussi, j'ai acheté juste avant que les prix ne s'envolent. Mon crédit immobilier coûte moins cher que ce que la plupart des gens paient pour louer une pièce au centre-ville. Cette maison est devenue mon projet. J'ai passé mes week-ends à poncer les parquets que Walter avait laissés sous la moquette pendant des décennies. J'ai rénové les placards de la cuisine moi-même, j'ai dû regarder au moins 50 vidéos YouTube avant de me sentir assez confiant pour commencer. J'ai construit une terrasse à l'arrière, de 3,5 mètres sur 5. Cela m'a pris 3 week-ends, mais elle est droite et solide. Mon père est plombier, donc j'ai grandi entouré d'outils et je connais les bases du bricolage, mais la menuiserie était un territoire inconnu. J'ai fait pas mal d'erreurs et j'ai dû refaire la rambarde 2 fois, mais le résultat est propre. Mon camion est un Silverado 2018, payé depuis l'an dernier. Je ne suis pas un fanatique de voiture, mais j'aime avoir un véhicule fiable capable de transporter des charges quand j'en ai besoin. J'ai rencontré Jenna au mariage de mon cousin il y a 4 ans. Elle était l'invitée d'un collègue de la mariée que je ne connaissais pas. On s'est retrouvés à la même table pendant le dîner, on a commencé à parler des centres de table bizarres choisis par la mariée, et on n'a pas arrêté de discuter jusqu'à ce que la salle nous mette à la porte à minuit. Elle avait 28 ans, travaillait comme coordinatrice d'événements dans un hôtel du centre-ville, et avait une énergie qui vous aspirait. Elle était intelligente, drôle, magnifique. Bien au-dessus de ma ligue, je pensais. Jenna avait cette façon de vous faire sentir que vous étiez la personne la plus intéressante de la pièce. Elle posait des questions, écoutait vraiment les réponses, retenait les détails et les ressortait plus tard. Ce premier soir, je lui ai parlé de mon travail, m'attendant au regard éteint habituel que j'obtenais de la plupart des femmes quand j'évoquais le travail en entrepôt. Au lieu de cela, elle m'a posé des questions précises. Quelle est la partie la plus difficile? Comment motives-tu ton équipe? Personne n'avait jamais traité ma carrière comme quelque chose qui mérite de la curiosité. Elle m'a donné son numéro avant de partir et a dit qu'elle voulait me revoir. J'ai pensé qu'elle était juste polie, comme le sont les gens dans les mariages quand tout le monde est d'humeur sentimentale. Mais je lui ai quand même envoyé un message 3 jours plus tard, car je ne voulais pas avoir l'air désespéré. On a dîné ensemble ce vendredi-là, puis pris un café le dimanche, et dîné à nouveau le mercredi. En un mois, nous étions pratiquement inséparables. Jenna était différente de toutes celles que j'avais fréquentées auparavant. J'avais eu quelques relations dans la vingtaine, rien de sérieux, surtout avec des femmes qui semblaient déçues que je ne sois pas plus ambitieux. Une ex m'a littéralement dit que je n'avais aucune détermination parce que je me contentais de superviser un entrepôt au lieu de gravir les échelons d'une grande entreprise. Une autre suggérait sans cesse que je reprenne mes études pour obtenir un diplôme de commerce, comme si ce que je faisais ne suffisait pas. Mais Jenna a dit qu'elle aimait mon côté terre à accent grave terre. Elle a dit que trop d'hommes qu'elle avait fréquentés ne faisaient que parler de leurs grands projets et de leurs idées de start-up,
tout en vivant dans le sous-sol de leurs parents et en empruntant de l'argent pour payer leurs rendez-vous. J'avais une maison, une carrière et un camion payé. Je n'étais pas tapa accent Graveleuil, mais j'étais stable. Elle a trouvé ça rafraîchissant. Elle a emménagé après 1 an, c'était logique. Elle était déjà chez moi la plupart des soirs et son bail arrivait à échéance. On partageait tout en deux, on gardait nos finances séparées, mais de façon équitable. J'aimais la voir avec moi. La maison semblait moins vide, plus chaleureuse. On cuisinait ensemble la plupart des soirs, on regardait des films sur le canapé, et on parlait de nos journées. C'était une relation normale comme je n'en avais jamais eu auparavant. C'était simple. Ses parents vivaient à environ 1 heure de route, dans une petite ville près de Cincinnati. Son père, Frank, était un flic à la retraite, vieille école, ne parlait pas beaucoup, mais remarquait tout. C'était le genre de type qui vous serre la main et, rien qu'à la poigne, semble connaître l'histoire de votre vie. Sa mère, Diane, était tout l'opposé, elle parlait constamment, posait toujours des questions, s'immisçait dans les affaires de tout le monde. Une extravertie classique mariée à un introverti classique. J'ai appris très vite que l'approbation de Diane était primordiale. Si elle ne vous aimait pas, votre relation avec Jenna avait une date d'expiration. Le précédent petit ami de Jenna avait tenu exactement 4 mois après que Diane eut décidé qu'il était trop arrogant. Elle l'avait épuisé avec des commentaires passifs-agressifs et des questions insistantes jusqu'à ce qu'il craque. Jenna m'avait prévenu avant que je ne les rencontre. Elle m'avait dit, sois juste toi-même, mais prépare-toi à l'interrogatoire. Par chance, Diane m'a adoré dès le premier jour. Lors de ma première visite, j'ai remarqué que Frank galérait avec l'ouverture automatique du garage, un problème électrique qui rendait le mécanisme poussif. J'ai proposé de jeter un œil, et j'ai fini par refaire une connexion qui s'était desserrée avec les années. J'ai réparé ça en 20 minutes. Frank a à peine dit merci, mais le lendemain, Diane a appelé Jenna pour dire « Celui-là, il faut le garder ». Apparemment, c'était scellé. Après ça, Diane a commencé à m'appeler son futur gendre avant même que Jenna et moi ayons discuté mariage. Elle m'envoyait des recettes qu'elle pensait que j'aimerais, des articles sur des projets de rénovation, et demandait mon avis sur tout, de la voiture que Frank devrait acheter à la couleur des murs du salon. Je faisais partie de la famille avant même ma demande en mariage. La sœur cadette de Jenna, Megan, était plus relaxe. Elle avait 25 ans, travaillait comme infirmière à Cincinnati, et avait un humour pince sans rire qui me faisait mourir de rire. On s'alliait souvent contre Jenna lors des dîners de famille, à la taquiner sur son obsession pour les podcasts sur les crimes réels ou son incapacité à faire un créneau. Megan et moi avons développé une relation fraternelle malgré l'absence de lien de parenté. Elle m'envoyait des mèmes à des heures impossibles, me demandait des conseils sur ses rendez-vous, et me prévenait quand Jenna devenait dramatique pour que je puisse me préparer. J'ai fait ma demande en octobre, après 2 ans de relation. Rien de fou, juste un dîner sympa dans son restaurant italien préféré en centre-ville, suivi d'une promenade dans le parc Schiller où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. Je me suis mis à genoux sous le même arbre où je lui avais dit pour la première fois que je l'aimais. Au moment où le soleil se couchait, elle a pleuré et a dit oui. La totale, comme dans un film. J'avais économisé pendant 6 mois pour cette bague. J'étais allé chez 4 bijoutiers différents et j'avais appris plus de choses sur les diamants que je n'aurais jamais voulu en savoir, coupe, clarté, couleur, carat. J'ai fini par dépenser presque 8 000 $ pour un diamant taille princesse qui scintillait comme jamais sous n'importe quelle lumière. C'était plus que ce que j'avais jamais dépensé pour quoi que ce soit, à part mon camion, mais voir à quel point elle était fière de la montrer valait le coup. Les préparatifs ont commencé immédiatement. Jenna était dans son élément. C'était littéralement son métier, alors elle a abordé notre mariage avec une précision militaire. Elle avait des feuilles de calcul en 1 semaine, calendrier, budget, comparatif de prestataires. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi organisé. La salle était réservée en novembre, une grange restaurée à 40 minutes de la ville pouvant accueillir 150 personnes. Traiteur en décembre, photographe en janvier. Chaque prestataire vérifié, chaque contrat négocié, chaque détail planifié jusqu'à la couleur des serviettes. Mon rôle consistait surtout à hocher la tête et à signer des chèques. Ça ne me dérangeait pas. Elle savait ce qu'elle voulait et je faisais confiance à son goût. Ma seule vraie exigence concernait la nourriture. J'ai insisté pour avoir de vraies portions,
rien de ces menus dégustation sophistiqués avec des assiettes minuscules où vous repartez en ayant faim et finissez au fast-food sur le chemin du retour. Elle a levé les yeux au ciel, mais a accepté. On a fixé la date pour fin juin, météo parfaite, pas encore trop chaud, et ça nous donnait 8 mois pour tout planifier. Les invitations sont parties en avril. Les réponses ont commencé à arriver. Mes parents nous ont organisé une fête de fiançailles en mars. Ses parents en ont fait une en avril dans un club de golf. C'était plus chic et plus stressant, mais on a survécu. Tout était sur les rails. 8 mois de préparation, des milliers de dollars d'art, 127 invités confirmés. Nous étions à 6 semaines du mariage quand tout s'est effondré. Avec le recul, les signes étaient là, je ne voulais juste pas les voir. Vers février, Jenna a commencé à mentionner ce gars nommé Bryce, un ancien petit ami de fac. Apparemment, ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans quand elle était à l'université d'État de l'Ohio. Ils avaient rompu parce qu'il avait déménagé à Denver pour le travail et qu'elle ne voulait pas d'une relation à distance. Histoire ancienne. Elle a dit qu'ils avaient repris contact sur les réseaux sociaux, juste pour prendre des nouvelles amicalement. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Les gens reprennent contact avec leurs ex tout le temps. Elle a mentionné prendre un café avec lui quand il était en ville pour le travail. J'ai dit, d'accord, amuse-toi bien. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit de m'inquiéter. Je ne suis pas un gars jaloux, mais Bryce est revenu de plus en plus souvent dans la conversation. Bryce pense que je devrais voyager davantage. Bryce dit que Columbus est sous-estimé. Bryce a cette super histoire sur ses randonnées dans le Colorado. Bryce a lancé cette boîte incroyable. Bryce connaît tous les meilleurs restos de Denver. Chaque conversation finissait d'une manière ou d'une autre par revenir à ce que Bryce avait dit, fait, ou pensé. C'était comme si elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans le mentionner. J'en ai parlé une fois, un peu pour plaisanter, tu parles beaucoup de ce type. Elle s'est immédiatement braquée, c'est juste un ami. On a un passé, c'est tout. J'ai le droit d'avoir des amis, non? J'ai laissé tomber. Je ne voulais pas être ce genre de mec, le petit ami jaloux et contrôlant qui ne supporte pas que sa copine ait des amis masculins. Ce n'est pas moi. En mars, elle avait une conférence à Denver pour son travail, un truc dans l'hôtellerie qui a lieu chaque année. Un gros événement de réseautage, des séminaires sur les tendances, tout ça. Elle y était allée l'année précédente aussi. Rien de grave. Elle est revenue avec des cadeaux publicitaires, des cartes de visite, et des histoires sur des intervenants ennuyeux. Cette fois, cependant, elle était bizarre. Elle ne cessait de dire à quel point elle serait occupée, que le programme était surchargé, qu'elle n'aurait probablement pas beaucoup de temps pour parler. Elle semblait presque nerveuse à l'idée d'y aller. La conférence durait 3 jours, et on a à peine parlé pendant tout ce temps. Elle envoyait des messages pour dire bonjour et bonne nuit, mais c'était tout. Quand j'appelais, elle était toujours sur le point d'entrer en session ou venait juste de sortir d'un dîner avec des collègues. Le Wi-Fi de l'hôtel était apparemment terrible, donc les appels vidéo étaient exclus. Chaque fois que j'essayais d'avoir une vraie conversation, elle avait autre chose à faire. Elle est revenue différente. Je ne peux pas l'expliquer exactement, juste distante, distraite. Elle était constamment sur son téléphone, souriant à l'écran, puis le rangeant rapidement quand j'entrais dans la pièce. Quand je demandais ce qu'elle regardait, c'était toujours « rien, juste du boulot, juste du défilement d'écran ». Les préparatifs du mariage continuaient, mais son enthousiasme avait disparu. Les décisions pour lesquelles elle aurait agonisé pendant des jours, elle les balayait maintenant d'un haussement d'épaule, « ce que tu penses est bien, je m'en fiche, choisis, décide toi-même ». J'ai mis ça sur le compte du stress du mariage. Tout le monde dit qu'organiser un mariage est épuisant, surtout quand on le fait soi-même plutôt que d'engager un organisateur. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Je pouvais le sentir. Cette connexion qu'on avait, ce confort simple, avait disparu, remplacé par quelque chose de poli et de creux. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. C'était un mardi, fin avril. J'avais fait une longue journée, 12 heures, parce que quelqu'un était tombé malade et qu'on avait une grosse expédition. Je suis rentré vers 20 heures, épuisé. J'ai mangé des restes de pizza debout dans la cuisine et j'ai regardé une émission au hasard avec Jenna sur le canapé. Une soirée normale. On est allé au lit vers 23 heures. Je me suis endormi rapidement, fatigué de ma journée.
Je me suis réveillé vers 2 heures du matin avec une envie pressante. Je me suis levé, j'ai fait ce que j'avais à faire, et je suis revenu au lit. Jenna était encore éveillée, ce qui n'était pas inhabituel. Elle avait toujours été une couche tard, restant éveillée tard, pianotant sur son téléphone ou regardant des vidéos avec ses écouteurs pendant que je dormais. Mais quelque chose était différent cette fois, la façon dont elle regardait l'écran de son téléphone. C'était ce sourire doux, intime, presque rêveur, comme si elle vivait un moment privé avec celui qui était à l'autre bout. Je n'avais pas vu ce sourire dirigé vers moi depuis des mois, peut-être plus. Avant, elle me regardait comme ça au début de notre relation, quand tout était nouveau et excitant. Maintenant, elle réservait ce regard à son téléphone à 2 heures du matin alors que j'étais allongé juste à côté d'elle. Je me suis recouché et je me suis tourné vers elle. Elle était tellement absorbée par ce qu'elle faisait qu'elle n'a même pas remarqué que je la regardais. Son écran était visible de mon angle, brillant dans la chambre obscure. Le contact en haut de la conversation affichait juste un emoji cœur violet. Pas de nom, juste un emoji. Je l'ai regardé taper. Tu me manques tellement. J'aimerais qu'on puisse être ensemble. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce week-end. Tu me fais ressentir des choses dont j'avais oublié l'existence. Mon estomac s'est noué. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, je sais, bébé. Bientôt. Sois juste patiente. Une fois que tout se sera calmé, on pourra faire en sorte que ça marche. Elle a répondu, être ici est une torture alors que mon cœur est avec toi. Ce mariage ressemble à la plus longue peine de prison du monde. Je suis resté figé, là. 3 ans ensemble, 8 mois de fiançailles. Mariage dans 6 semaines. Invitation postée, art versé, smokings ajustés, voyage de noces réservé. Mes parents venaient de nous faire une fête. Ses parents venaient de nous faire une fête. 127 personnes avaient déjà acheté leur billet d'avion et réservé leur chambre d'hôtel. Et elle envoyait des messages à un autre gars à 2 heures du matin dans notre lit, à 1 mètre de moi, disant que m'épouser ressemblait à une peine de prison. Quelque chose de bizarre s'est passé dans mon cerveau. Je m'attendais à de la rage. Je m'attendais à de la douleur, aux dévastations, au genre d'effondrement émotionnel qu'on voit dans les films. Au lieu de cela, j'ai ressenti cette clarté froide, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur et que toute l'émotion s'était drainée. La logique pure a pris le relais. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit, lentement, prudemment. Elle était toujours absorbée par sa conversation, ses pouces volant sur le clavier. J'ai ouvert l'appareil photo, vérifié que le flash était désactivé, les tenu fermement, et j'ai pris une photo de son écran montrant les messages. Un cliché clair. On pouvait lire chaque mot. Puis une autre photo alors qu'elle faisait défiler vers le haut, révélant plus de la conversation, des messages plus anciens datant de plusieurs jours, peut-être semaines, d'autres, tu me manques, et, j'aimerais que les choses soient différentes, et, bientôt, bébé, bientôt. Elle n'a jamais levé les yeux, trop absorbée par son petit chat avec le gars au cœur violet. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit, je me suis détourné d'elle, et j'ai fixé le mur. Mon esprit travaillait déjà, planifiait, faisait des listes. Cette clarté froide était presque apaisante d'une certaine manière. Pas d'anxiété, pas de doute, juste l'acceptation de ce qui devait arriver. Environ 10 minutes plus tard, elle a enfin rangé son téléphone, s'est penchée et a embrassé mon épaule. Je t'aime, a-t-elle murmuré dans l'obscurité. Je n'ai rien dit, j'ai fait semblant de dormir. Elle a encore envoyé quelques messages. Je pouvais entendre le téléphone vibrer contre les draps, puis finalement, elle s'est assoupie vers 3 heures du matin. Je n'ai pas dormi, je suis juste resté là à réfléchir, à parcourir des scénarios, à peser les options. Vers 5 heures du matin, quand j'ai été sûr qu'elle dormait profondément au rythme de sa respiration, j'ai attrapé mon téléphone, je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte doucement, je me suis assis sur le bord de la baignoire, et j'ai ouvert mon application mail. Le premier email était pour ses parents. Objet, mariage annulé. Le corps du message était simple, j'ai trouvé la pièce jointe sur son téléphone hier soir. C'est fini. Désolé que vous l'appreniez de cette façon. J'ai joint la photo la plus claire, celle où l'on pouvait lire chaque mot de son commentaire sur la peine de prison. Envoyé. Second email à sa sœur, Megan, même photo, même message bref. Elle méritait de savoir. Troisième au lieu de réception, ton professionnel.
Besoin d'annuler la cérémonie prévue le 24 juin. Veuillez procéder selon les termes du contrat concernant l'annulation. Documentation de la cause en pièces jointes. Je savais qu'ils avaient une clause d'infidélité, car Jenna en avait ri quand nous avions signé le contrat. Qui a besoin de ça, avait-elle dit. Certaines personnes, apparemment. Ensuite le photographe, le traiteur, le fleuriste, le DJ, le pâtissier, chaque prestataire que nous avions réservé au cours des 8 derniers mois. Des emails professionnels expliquant l'annulation, joignant les preuves pour que personne ne puisse prétendre que je me défilais sans motif. Ensuite mon témoin, Jason, qui avait déjà acheté son billet d'avion depuis Phoenix et réservé son hôtel. Ensuite mes parents. Ensuite les membres de sa famille élargie, dont j'avais les emails grâce à l'organisation de la fête de fiançailles. Tous ceux qui avaient besoin de savoir ont reçu l'information simultanément. Pas d'avertissement, pas de chance pour elle de contrôler la communication, pas d'opportunité de prendre les devants avec une version aseptisée des événements. J'ai transféré tout cela sur mon email personnel en guise de sauvegarde. J'ai téléchargé les photos sur 3 services de stockage cloud différents. J'ai fait des captures d'écran de tous les emails envoyés avec les horodatage. Documentation de tout. À 6 heures du matin, j'avais terminé. Je suis retourné au lit et j'ai réussi à dormir quelques heures. Le truc bizarre avec cette clarté froide, c'est qu'elle est presque apaisante. Comme si, une fois que vous acceptez que le pire est arrivé, il n'y a plus rien à craindre. Je me suis réveillé vers 8h30 alors que nos 2 téléphones explosaient simultanément. Appels, textos, notifications qui s'affolaient, le genre d'activité téléphonique qui n'arrive que lorsqu'un événement majeur survient. Jenna a attrapé son téléphone, groggy et confuse. Elle a vu sa mère appeler, puis sa sœur, puis son père, puis sa mère encore. Qu'est-ce qui se passe? Elle a répondu, la voix rauque du sommeil. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis levé et j'ai commencé à m'habiller. Je l'ai entendu au téléphone à travers la porte de la salle de bain, quoi? Quelle photo? Je ne sais pas de quoi tu parles. Longue pause. Maman, non, ce n'est pas ça. Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois, maman. Elle est arrivée en courant dans la salle de bain où je me brossais les dents, le téléphone toujours collé à l'oreille. Son visage était livide. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que tu leur as envoyé? J'ai recraché le dentifrice. Des captures d'écran de ta conversation avec le gars au cœur violet. Celui qui te manque tant. Celui qui te fait te sentir vivante. Tu as fouillé dans mon téléphone. Pas besoin. Tu avais ta petite discussion juste à côté de moi, l'écran face à moi tout le temps. J'ai juste documenté ce que j'ai vu. Ce n'était pas. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas juste. Tu as qualifié notre mariage de peine de prison, Jenna. Elle s'est figée. Oui, j'ai vu cette partie aussi. Je me défoulais. C'est tout. Ça ne voulait rien dire. Tu lui as dit que ton cœur est avec lui. Je jouais la comédie. Il était 2 heures du matin. J'étais fatigué. J'étais stressé par le mariage. Je ne voulais pas dire. Dans notre lit, à 1 mètre de moi, en train de planifier ton futur avec lui. Une fois que les choses se seront calmées, s'il te plaît, laisse-moi juste tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai décroché, gardant ma voix calme, « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Sa mère vient de m'appeler, hystérique. Le mariage est annulé? Elle a envoyé des messages à son ex. J'ai appris ça hier soir. Oh, mon chéri. Ça va? Ça ira. Je t'appelle plus tard. J'ai raccroché. Jenna pleurait à chaudes larmes, le maquillage de la veille coulant sur son visage. S'il te plaît, on doit parler de ça. Tu ne peux pas juste faire exploser toute notre relation à cause de quelques messages. Transfère-moi toute la conversation tout de suite. Tout ce qu'il y a entre vous deux. Quoi? Ton téléphone. Montre-moi chaque message avec lui. Si c'est si innocent, prouve-le. Elle serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage. C'est privé. Tu lui as écrit dans mon lit. Tu as perdu ton droit à la vie privée il y a environ 4 heures. Montre-moi, où je pars maintenant.
Elle n'a pas bougé. Elle est juste restée là à serrer ce téléphone, les larmes coulant. C'est bien ce que je pensais. J'ai attrapé mon sac d'ordinateur et mes clés dans la chambre. Où tu vas? N'importe où, sauf ici. On doit parler de ça. Tu aurais dû parler avant de commencer à planifier ton futur avec un autre mec. C'est fini. Tu ne peux pas juste partir. J'ai marché vers la porte d'entrée. Tu vas regretter ça. Tu jettes 3 ans de relation pour rien. Je me suis retourné. Rien? D'accord. Dis-moi, Jenna, à quel week-end faisiez-vous référence? Celui auquel tu n'arrêtes pas de penser? Son visage est redevenu pâle. Ouais, je m'en doutais. Salut. Je suis parti. Je suis resté chez mon pote Jason. Il avait annulé son vol depuis Phoenix à la seconde où il a reçu mon email. Il n'a même pas attendu les détails, il a juste dit « j'arrive » et a pris le premier vol. Un chic type. Je le connais depuis le lycée. On a traversé plein de moments difficiles ensemble. Il n'a pas posé de questions quand je suis arrivé devant sa porte avec un sac de sport, il m'a juste tendu un double des clés et a dit « reste aussi longtemps qu'il le faudra ». Les appels de Jenna ont commencé immédiatement et ne se sont pas arrêtés. Probablement 60 fois au cours des 3 jours suivants. Ces messages sont passés de la supplication à la colère, puis à nouveau à la supplication. Le cycle classique. S'il te plaît, parle-moi. Je peux tout expliquer. Puis, très bien, ignore-moi. On verra si je m'en fiche. Tu fais une énorme erreur. Puis, je suis tellement désolé. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Je t'aime. Je n'ai répondu à rien. Rien à dire. Elle s'est pointée 2 fois sur mon lieu de travail. La première fois, j'ai vu sa voiture sur le parking depuis la fenêtre et j'ai prévenu la sécurité avant même qu'elle n'arrive à l'intérieur. Ils l'ont raccompagnée dehors professionnellement mais fermement. La deuxième fois, elle a réussi à atteindre le hall avant que quelqu'un ne la reconnaisse de l'incident précédent et ne m'appelle. La sécurité l'a encore sortie. Après ça, les RH lui ont envoyé un avis formel d'interdiction d'approche, expliquant que toute nouvelle tentative entraînerait l'intervention de la police. Votre fille planifiait un futur avec son ex tout en planifiant un mariage avec moi. Qu'est-ce que j'étais censé faire, exactement? Lui parler en privé, comme un adulte. Régler ça ensemble, pas étaler notre linge sale devant tout le monde. Elle a perdu son droit à la vie privée quand elle a écrit à un autre homme que m'épouser ressemblait à une prison, dans notre lit, alors que j'étais juste à côté. Chaque marié a le trac. C'est tout à fait normal. Tu réagis de façon excessive à quelque chose que tous les couples vivent. Le trac n'implique pas de dire à son ex qu'on aimerait qu'ils soient ensemble. Le trac n'implique pas de faire des plans pour quand les choses se seront calmées. C'était juste des messages. Il n'y a même rien eu de physique. Comment vous le savez? Silence à l'autre bout. C'est bien ce que je pensais. C'est fini. Ne m'appelez plus. J'ai raccroché. Sa sœur, Megan, a appelé le jour suivant. Elle était plus calme, plus raisonnable. Écoute, je ne défends pas ce qu'elle a fait. C'est minable, mais elle est complètement en train de craquer. Elle dit que rien de physique ne s'est passé, que c'était juste un truc émotionnel qui a dérapé. Est-ce qu'elle t'a montré la conversation complète? Non. Elle a dit que je comprendrais mal le contexte si je voyais tout. Évidemment qu'elle a dit ça. Tu veux que je te transfère les captures? Toutes? Pause. Ouais, en fait. Je lui ai tout envoyé. Chaque photo que j'avais prise, chaque message que j'avais documenté. Elle a rappelé 20 minutes plus tard. Sa voix était différente. Ça veut dire qu'elle attendait que le mariage soit fini pour me quitter pour lui. C'est vraiment grave. Je n'avais aucune idée que c'était aussi grave. Maintenant tu sais. Je suis tellement désolé. C'est ma sœur et je l'aime, mais c'est vraiment moche. Merci, Megan. J'apprécie que tu sois honnête. Qu'en est-il de tous les acomptes? La salle et tout le reste? La plupart ne sont pas remboursables. Je perds probablement 12 000 $ au total entre la salle, le traiteur, l'acompte du photographe, le fleuriste. La salle a une clause d'infidélité dans le contrat,
donc je pourrais en récupérer une partie avec la documentation que j'ai. C'est déjà ça. Ouais. 2 jours plus tard, le père de Jenna, Frank, a appelé. Ça m'a surpris. Frank parlait à peine lors des réunions de famille normales, alors un appel signifiait quelque chose de sérieux. Je vais être direct avec toi, fils. Je ne vais pas te faire perdre ton temps ni le mien. D'accord. Ma fille a fait une erreur. Une grosse. Je ne vais pas faire semblant du contraire ni lui trouver des excuses. Mais cette méthode de l'humiliation publique que tu as utilisée, envoyer cette photo à tout le monde, ça va la suivre professionnellement pendant des années. L'organisation d'événements est un petit milieu. Les gens parlent. Elle s'est humiliée toute seule. Je me suis juste assuré que les gens connaissaient la vérité au lieu de l'histoire qu'elle prévoyait de raconter. Longue pause. Que faudrait-il pour que ça s'efface discrètement? Je couvrirai tes pertes, tous les acomptes, tout ce que tu as perdu, plus un extra pour les ennuis. Vous essayez d'acheter mon silence. J'essaie de protéger le futur de ma fille contre quelque chose qu'elle regrettera pour le reste de sa vie. Elle aurait dû penser à son futur avant de faire ce qu'elle a fait. J'offre 15 000 cash ce soir si tu veux. Signe juste un papier disant que tu ne poursuivras aucune action en justice et on passe tous à autre chose discrètement. Action en justice pourquoi? Certains prestataires posent des questions sur la raison de l'annulation. Invoquer les clauses d'infidélité pourrait affecter sa capacité à réserver des salles à l'avenir. Sa réputation compte dans son domaine. Ce n'est pas mon problème. Je demande ça comme une faveur. De père au gars qui était presque mon gendre. S'il te plaît, prends l'argent. Laisse passer ça tranquillement. Laisse-la se reconstruire. J'y ai réfléchi une minute. Une partie de moi voulait lui dire où se mettre son argent, mais la partie pratique a gagné. 10 000 $, non pas comme un règlement amiable, non pas comme de l'argent pour le silence, mais comme remboursement de mes pertes documentées réelles. Je signerai un papier disant qu'on a réglé le côté financier, mais je ne mentirai pas au prestataire s'il demande. S'il demande pourquoi on a annulé, je dirai la vérité. Longue pause. C'est juste. Je vais faire préparer quelque chose. Et Franck? Ouais. Les problèmes de votre fille ne seront pas résolus en jetant de l'argent dessus. Elle doit comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Ça, c'est son problème. Il n'a pas répondu, il a juste raccroché. Le chèque est arrivé une semaine plus tard avec un accord de règlement simple. Je l'ai signé, j'ai déposé l'argent, et je l'ai utilisé pour couvrir mes pertes réelles. Je suis quand même perdant au total, mais pas autant que ce que je craignais. Jenna a tenté une dernière approche directe environ une semaine après la conversation avec son père. Elle s'est pointée à l'appartement de Jason quand elle savait que je serais la seule. J'ai juste besoin de 5 minutes, s'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Je suis resté dans l'encadrement de la porte. Je ne l'ai pas laissé entrer. Parle. J'ai fait une erreur. Une énorme. Je le sais. Je ne vais pas rester là et faire semblant du contraire. Mais 3 ans, ça doit vouloir dire quelque chose. On était bien ensemble. On a construit quelque chose de vrai. On peut dépasser ça si tu me donnes une chance d'expliquer. Tu lui as dit que m'épouser était une peine de prison. J'étais confuse, effrayée. Le mariage devenait si concret et j'ai paniqué. Bryce était familier. Il venait d'avant que tout ne devienne si adulte et compliqué. Je ne réfléchissais pas clairement. Donc, tu as eu une aventure émotionnelle parce que tu avais le trac? Quand tu le dis comme ça sonne. Comment dire? Je ne sais pas. Tu me manques. Nous me manquons. Ce qu'on avait me manque. Il n'y a pas de nous. Il y a moi, il y a toi, et il y a tout ce que tu construisais avec Bryce en portant ma bague. Je ne suis pas une roue de secours, Jenna. Je ne suis pas le choix sur lequel tu te rabats pendant que ton cœur est ailleurs. Tu n'as jamais été une roue de secours. Ça ne se voyait pas. Elle a commencé à pleurer. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais peux-tu me pardonner? Finalement, un jour, probablement. Le pardon est pour moi, pas pour toi. Garder de la colère ne fait de mal à personne d'autre qu'à moi, mais je ne te ferai plus jamais confiance. Jamais.
Chaque texto tardif me ferait me poser des questions. Chaque voyage d'affaires me rendrait paranoïaque. Chaque fois que tu serais distante ou distraite, j'attendrais le coup de poignard dans le dos. Ce n'est pas une relation. C'est une crise d'angoisse au ralenti. Je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu pouvais me faire confiance. Non, tu passerais le reste de ta vie à mieux cacher les choses. J'ai vu avec quelle facilité tu as menti, Jenna, dans notre lit, à 15 centimètres de moi, sans même scier. C'est ça que tu es au fond. Je ne l'avais juste pas vu jusqu'à maintenant. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Rentre chez toi. Quand tu seras seul et misérable, souviens-toi que c'est toi qui as abandonné notre relation. Et quand tu expliqueras à ton prochain petit ami pourquoi tes dernières fiançailles ont pris fin, souviens-toi que tu as dit à ton ex que m'épouser était une peine de prison. Bonne chance pour cette conversation. Elle est partie, et revenue 1 heure plus tard avec sa mère. Jason a ouvert la porte. Non. Il ne veut pas vous voir. Sa mère, Diane, l'a bousculé pour entrer dans le salon. On ne partira pas tant qu'il ne sortira pas pour s'expliquer. Je suis sorti de la pièce du fond. Vous devez partir toutes les deux, maintenant. Tu as détruit la réputation de ma fille. Tous ceux qu'elle connaît pensent que c'est une sorte de tricheuse. C'est une tricheuse, Diane. Quelques textos ne font pas de quelqu'un une tricheuse. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, les aventures émotionnelles restent des aventures. La trahison est la même, même si les vêtements sont restés en place. Rien de physique ne s'est passé. Elle me l'a juré. J'ai regardé Jenna. Tu es sûr de ça? Qu'en est-il de ce week-end que tu as mentionné dans tes messages? Celui auquel tu n'arrêtes pas de penser? Celui où il t'a fait ressentir des choses dont tu avais oublié l'existence? Tu veux parler de ça à ta mère? Son visage est devenu blanc. Diane s'est tournée vers sa fille, son expression changeant. Quel week-end? Rien. On s'est juste croisés lors d'une conférence. On a dîné, on a pris des nouvelles. Quelle conférence? Elle n'a pas répondu. La conférence de Denver il y a 2 mois. Celle où tu es allé seul et où le Wi-Fi était soi-disant si mauvais qu'on a à peine parlé pendant 3 jours. L'expression de sa mère a totalement changé, la suspicion remplaçant la colère défensive. Quelque chose s'est passé à cette conférence? Non. Maman, on a juste parlé. Tu mens. Tu lui as dit dans ses messages que tu penses à ce week-end constamment, qu'il te fait te sentir vivante. Ce n'était pas juste un dîner et de la conversation. Les larmes ont recommencé à couler. On s'est embrassé. C'est tout. Une fois. Un seul baiser. Ça ne voulait rien dire. Sa mère avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Enfin, un peu de vérité. Tu as physiquement trompé ton fiancé 2 mois avant ton mariage. C'était juste un baiser, maman. Tu mens encore. Mais honnêtement, je m'en fiche maintenant. J'en ai assez entendu. Partez toutes les deux de chez mon ami maintenant avant que j'appelle les flics. Sa mère fixait sa fille comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Tu m'avais dit que rien ne s'était passé à cette conférence. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as juré que rien ne s'était passé. Maman, c'était juste. Tu m'as regardé dans les yeux. Ça ne voulait pas dire. Pas vraiment. Dehors, toutes les deux. Maintenant. Elles sont parties, mais Diane s'est retournée sur le seuil pour une dernière tentative, tu fais une énorme erreur de la quitter. C'est une belle prise. Si votre mari était en train d'écrire à une autre femme comme votre fille écrivait à son ex, diriez-vous que c'est rien? Lui diriez-vous juste de tourner la page? Elle n'a pas répondu, elle s'est juste retournée et est partie. Cette nuit-là, Bryce m'a retrouvé sur les réseaux sociaux. Le gars au cœur violet lui-même m'a envoyé un message direct comme si nous allions avoir une sorte de conversation d'homme à homme. Et, mec. C'est gênant, mais je voulais te contacter. Ce qui est arrivé avec Jenna et moi n'était pas prévu. On a une vraie histoire ensemble. Parfois, les sentiments ne disparaissent pas juste parce que le temps passe. Elle est dévastée de t'avoir fait du mal, mais elle est confuse sur ce qu'elle veut, sur ce dont elle a vraiment besoin. Peut-être que c'est mieux que ça soit arrivé maintenant avant le mariage, avant que les choses ne deviennent plus compliquées. Désolé que tu aies été embarqué là-dedans.
J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, tu n'es pas désolé que j'ai eu mal. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu planifiais activement un futur avec une femme fiancée, comptant les jours jusqu'à ce que les choses se calment pour que tu puisses la voir. Ne fais pas semblant d'être un témoin innocent qui est tombé par accident dans cette situation. Tu savais exactement ce que tu faisais. Efface mon numéro. Je l'ai bloqué immédiatement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un long email de Jenna. Des pages et des pages d'excuses, d'explications et de justifications. La plupart, c'était la même chose que ce qu'elle avait déjà dit en personne, mais enfoui là-dedans, il y avait ce bijou, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que j'ai de profonds problèmes d'engagement qui viennent probablement du fait d'avoir vu le mariage de mes parents battre de l'aile quand j'étais plus jeune. Je m'autodétruis quand j'ai peur de perdre les bonnes choses. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez bien. Tu as toujours été assez bien. C'est moi qui étais brisé. Mais je travaille sur moi maintenant, je lis des livres, je tiens un journal, j'examine vraiment mes modèles. Si tu pouvais me donner du temps pour travailler là-dessus et devenir une meilleure personne, peut-être qu'on pourrait réessayer un jour. Je l'ai supprimé sans répondre. Quelques semaines ont passé. Elle a tenté une autre approche, a commencé à envoyer des amis communs pour me parler. Tous les 2 ou 3 jours, quelqu'un me contactait pour elle, et mec, je sais que les choses sont dures, mais Jenna galère vraiment. Elle a changé. Elle a appris la leçon. Peut-être que vous pourriez juste vous parler ? Chacun d'eux a eu la même réponse, j'apprécie que tu te soucies assez de moi pour me contacter, mais il n'y a rien à discuter. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Elle a commencé à se montrer dans des endroits où elle savait que je serais, la salle de sport, l'épicerie près de chez moi, un resto que j'aimais pour le déjeuner le week-end. Chaque fois que je la voyais, je faisais demi-tour sans un mot et je partais. Pas de drame, pas de confrontation, juste disparu. La tentative finale est arrivée il y a environ un mois, une lettre manuscrite livrée à ma maison. 10 pages, recto verso, de son écriture. Longue, émotionnelle, lui a clairement pris des heures à écrire. Le message de base, elle avait totalement mis fin aux choses avec Bryce, avait fait une sérieuse introspection, avait travaillé sur elle-même, comprenait maintenant pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait, et voulait une autre chance de prouver qu'elle pouvait être la partenaire que je méritais. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai jeté. Sa sœur, Megan, a appelé quelques jours plus tard. Tu as reçu sa lettre ? Ouais. Et je ne suis pas intéressé. Elle a vraiment changé. Tout ça l'a brisée d'une façon que je n'avais jamais vue. Elle a fait un vrai travail sur elle-même. Je l'ai vue arriver. Tant mieux pour elle. Elle devrait continuer à travailler sur elle-même avec quelqu'un d'autre. Tu ne vas même pas envisager de lui donner une autre chance ? Jamais. Je ne lui ferai plus jamais confiance. Cette porte est fermée en permanence. Donc, 3 ans ensemble ne signifie rien. 3 ans ne signifie rien comparé à une vie de paranoïa. Ce n'était pas une erreur, Megan. C'était des mois de textos dans mon dos. Une aventure émotionnelle qu'elle a cachée et sur laquelle elle a menti. Une aventure physique à cette conférence, parce que je te garantis que c'était bien plus qu'un simple baiser. C'était me mentir en face à plusieurs reprises tout en portant ma bague et en planifiant un mariage avec moi. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma de choix qu'elle a fait chaque jour. Elle paie pour ce qu'elle a fait. Crois-moi. Elle a perdu la plupart de ses amis. Sa réputation dans l'industrie est pratiquement détruite. Elle ne peut même pas mentionner les fiançailles sans que les gens la jugent. Conséquence naturelle d'action naturelle. Tu as l'air froide. Je ne suis pas froide. J'en ai juste assez d'être manipulé. Assez d'être le gars compréhensif qui donne des secondes chances et qui se fait brûler pour ça. Assez d'être la roue de secours de qui que ce soit. D'accord, je comprends. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle avait déménagé dans un autre état il y a environ 3 semaines. Un nouveau départ là où personne ne connaît son histoire. Bryce l'a apparemment complètement ghosté une fois que les choses sont devenues compliquées. Quelle surprise. Les gars qui courent après les femmes fiancées ne sont pas exactement connus pour leur fiabilité. Voici le karma, cependant, environ 2 semaines après qu'elle a déménagé, Megan m'a envoyé un message à brûle-pourpoint, je pensais que tu voudrais savoir. Bryce s'est fiancé à quelqu'un d'autre. Il a posté ça sur Instagram. Jenna a vu ça et a complètement craqué.
Elle l'a appelé. Il l'a bloqué. Elle a appelé depuis le téléphone de sa mère. Sa fiancée a répondu. Tout a explosé. Donc, laissez-moi résumer, Jenna a jeté à la poubelle notre relation de 3 ans, notre mariage, sa réputation, ses connexions professionnelles, tout ça pour un gars qui jonglait apparemment avec plusieurs femmes tout le temps. Le même gars qui lui disait d'être patiente pendant que les choses se calmaient était en train de se poser avec quelqu'un d'autre entièrement. On ne peut pas inventer ça. Meghan m'a envoyé la capture d'écran de son annonce de fiançailles. La légende disait quelque chose à propos d'avoir trouvé son âme sœur, postée 3 semaines après que Jenna a déménagé à l'autre bout du pays dans l'espoir d'être avec lui. J'ai ri aux éclats quand je l'ai vu. Pas parce que je suis mesquin, mais parce que l'ironie était tout simplement parfaite. J'ai vendu la bague de fiançailles le mois dernier. Le bijoutier m'a donné 40% de ce que j'avais payé. Je suis sorti de là avec un chèque d'environ $3000. J'ai utilisé cet argent pour un voyage en solo dans l'Ouest. J'ai traversé 4 parcs nationaux. J'ai campé sous les étoiles. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant des jours. La première vraie paix que je ressentais depuis des mois. J'ai annulé le bail de l'appartement qu'on avait signé ensemble pour après le mariage. J'ai perdu la compte, je m'en fichais. Je suis resté dans ma maison, mon crédit, mon espace, mes règles. J'ai croisé Diane à l'épicerie il y a quelques semaines. Elle était au rayon des fruits et légumes, je prenais des trucs pour le dîner. On s'est regardé dans les yeux. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, fatiguée. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, puis m'a juste fait ce petit signe de tête triste et est partie. J'ai fini mes courses et je suis sorti par une autre porte.